Ok, bon, ben, on va commencer. On est pas loin de 100 personnes connectées. Donc, bonjour à tous, à ceux qui viennent nous rejoindre. C'est passé, on a préparé beaucoup ce webinaire hier et j'ai passé une très mauvaise nuit, tant j'ai de choses désagréables à pointer du doigt. Alors, je ne vais pas me contenter de les dire, je vais les montrer. Ceux qui me connaissent mon franc-parler et aujourd'hui, j'ai quand même des choses, ouais, j'ai dit désagréables, ça pourrait être même pire, à évoquer. Mais rentrons tout de suite dans le vif du sujet et vous allez comprendre. Je rappelle que pour la communauté des métrologues, on a un document de référence qui est le VIM, Vocabulaire international de la métrologie. Le VIM en est à sa 3e édition, elle date de 2008, on est en 2022, c'est-à-dire il y a 14 ans. Il y a eu un petit adénome en 2012, je crois, enfin, mais des petites corrections mineures. Donc, depuis 2008, donc plus de 14 ans, on a une définition du terme étalonnage qui est celle que vous avez à l'écran. Voilà. Donc, je pense que si vous êtes connecté à ce webinaire, vous connaissez cette définition. Et vous notez que dans cette définition, même si la note 3 dit que, malheureusement, et encore trop souvent aujourd'hui, seule la première étape d'un étalonnage est considérée comme étant un étalonnage, la définition est très claire sur le fait que on a une première phase, celle qu'on connaît historique et qu'on vit encore aujourd'hui, une phase qui va être d'acquisition d'informations. Donc, on va mesurer des étalons. Un étalonnage, on mesure des étalons au lieu de mesurer des entités inconnues. On mesure des étalons dans des conditions maîtrisées avec des opérateurs particulièrement bien formés et qualifiés. Et donc, ça, c'est ce qu'on a toujours appelé un étalonnage. Sauf que depuis 2008, on dit que maintenant, et je vais vous montrer à quel point c'est important évidemment, on dit qu'en plus de cette acquisition d'informations qui peut être que échantillonnée, que parcellaire, on ne va pas mesurer tous les points d'instrument de mesure, on doit aussi, pour que ce soit un étalonnage, définir un modèle qui va permettre à l'utilisateur de pouvoir utiliser son instrument de mesure sur l'ensemble de ses possibilités, sur toute son étendue de mesure. Il est rare, quand on achète un instrument de mesure qui a une étendue de mesure, je ne parle pas d'un étalon comme une masse étalon ou une baglisse étalon, je parle d'un instrument comme un pied à coulisse ou un capteur de température. On en a besoin sur une étendue, ça peut être une étendue restreinte, mais on en a besoin sur une étendue. Et évidemment, et on va le voir, au moment des étalonnages, on ne va pas pouvoir regarder toutes les valeurs possibles de l'étendue de mesure. On va échantillonner et c'est à partir de cet échantillon qu'il va falloir essayer de dire des choses sur ce qu'on n'a pas pu aller regarder. Ça coûterait évidemment bien trop cher et ça serait sûrement inutile d'aller regarder tous les points. Donc, cette partie modélisation, c'est juste une étape indispensable pour pouvoir parler du raccordement de l'instrument de mesure. Si on ne mesure que quelques points, le raccordement est peut-être prononcé sur ces quelques points, mais en aucun cas sur les points qu'on n'a pas observés. Donc, le modèle, lui, va nous permettre justement d'aller deviner les choses qu'on n'a pas vues. En 2008, quand cette définition est sortie, je ne vous cache pas mon bonheur, parce que ceux qui me connaissent, ça fait très longtemps que je suis dans le métier, que je me pose des questions autour de ces étalonnages. J'ai moi-même fait des dizaines de milliers d'étalonnages, signé des centaines de milliers de certificats d'étalonnage. Donc, j'ai une expérience assez costaud sur le sujet et je me suis surtout beaucoup posé de questions sur pourquoi on a fait 5 points, pourquoi on a fait 6 points, pourquoi on fait 3 points, pourquoi on répète 2 fois les mesures et quid de tous les points qu'on n'a pas vus. Quand j'ai vu émerger cette définition en 2008, j'étais suffisamment content et enfin pour proposer, à l'époque j'étais vice-président du Collège français de métrologie, j'ai proposé au collège qu'on réunisse un groupe de travail pour aider les métrologues et notamment les laboratoires d'étalonnage dans cette nouvelle définition pour la mettre en œuvre et pour comprendre de quoi il en retournait. Ce travail a abouti puisqu'on a créé un groupe de travail, si ma mémoire est bonne, au début des années 2010. On a dû remettre, ça a été houleux, ça a été compliqué, il y avait beaucoup de monde, il fallait convaincre, mais on a fini par remettre un guide d'application qui est encore aujourd'hui publié par le Collège français de métrologie sur la nouvelle définition du VIM. Et on a fait mieux que ça puisque on a développé et mis à disposition gratuitement un logiciel qui s'appelle MCARE, donc qui a été depuis 2012-2013 distribué par le Collège français de métrologie. On vient de voir que le lien n'était pas forcément très explicite sur le site et on a demandé l'autorisation de le reprendre à notre compte puisque MCARE a été développé par Deltamu, distribué par le CFM, c'était les accords de l'époque, mais ça a été développé par nous et donc on a désormais l'autorisation du CFM de distribuer nous-mêmes le logiciel MCARE, la feuille de calcul MCARE, c'est un peu plus qu'une feuille de calcul, il y a beaucoup d'intelligence dedans. Et donc, vous pouvez la télécharger gratuitement sur notre onglet ressources
au même titre que vous pourrez télécharger le fascicule numéro 3 qui explique pas par pas ce qu'est une modélisation. Parallèlement, il y a le LNE, vous le savez sûrement, qui a également de son côté proposé un logiciel pour faire ce travail qui est téléchargeable gratuitement, qui s'appelle RegPoly. Il suffit d'aller le télécharger, soit l'un, soit l'autre, soit les deux pour regarder, pour comparer. Mais en tout cas, il y a maintenant l'embarras du choix et on peut s'étonner qu'au bout de 14 ans, finalement, quand on regarde les choses, on n'a pas beaucoup avancé. Alors, quand on regarde les choses, c'est quoi? Hier, pour préparer le webinaire, j'ai simplement envoyé un mail à mes équipes chez Deltamur en disant « Donnez-moi des exemples de certificats d'étalonnage. » Nous, Deltamur, on ne fait pas d'étalonnage, on en sous-traite parce qu'on gère des parcs pour nos clients en mettant en place nos stratégies d'optimisation, de surveillance pour que le coût de gestion soit moins élevé. Donc, on a des partenaires laboratoires auxquels on sous-traite des étalonnages pour le compte de nos clients qu'on suit en gestion. Et je leur ai demandé de m'envoyer des exemples de certificats d'étalonnage. Alors, je ne résiste pas au plaisir de les partager avec vous. En tout cas, pour certains, évidemment, je n'ai pas mis le nom des prestataires concernés, mais tous les certificats, les copies d'écran que je vous propose là sont tous extraits de certificats d'étalonnage COFRAC récents. Voilà. Donc là, on a l'exemple d'une PT100, une chaîne de mesure PT100. Donc, cette chaîne de mesure, elle a une résolution de 0,1 degré. Si j'en crois le PV, alors sur le PV, c'était pas écrit l'étendue de la chaîne. Donc, je m'en réfère juste au tableau de valeurs. Là, vous voyez, on a mesuré entre moins 50 et 200. Donc, ça, c'était les valeurs à viser. Et bien, si je regarde une étendue de moins 50 à 200, ça veut dire 250 degrés d'étendue et comme on a une résolution de 0,1 degré, on a 10 graduations, on a 10 graduations par degré, donc ça nous fait 2500 points. Donc notre appareil, là, notre chaîne de mesure, elle a 2500 possibilités de mesure, 2500 échelons de mesure, et l'étalonnage, on l'a fait en 5 points. Voilà. Et on l'a fait en 5 points. Ça représente donc 0,2% des possibilités de mesure de l'instrument. 0,2%. Alors, je ne dis pas, et ça ne va pas être mon discours, qu'il faut faire plus ou moins que ça. Ce n'est pas vraiment la question qu'on va aborder aujourd'hui. C'est juste prendre conscience que quand on fait un étalonnage, on fait forcément un échantillonnage et que c'est un échantillonnage sur une population très petite par rapport aux possibilités de l'instrument. Donc, une fois qu'on a conscience de ça, on peut être que stupéfait. Et alors là, j'attire votre attention là-dessus, sur la déclaration de conformité de l'instrument. Parce que comment, en ayant mesuré 0,2% des possibilités, donc j'ai trouvé quelques points, comment je peux prétendre que l'appareil est conforme à sa spécification sur son étendue de mesure? Je vous laisse réfléchir à cette question, méditer. Vous pourrez aller regarder chez vous les certificats que vous avez à disposition. Vous verrez qu'on va à peu près être dans les mêmes ratios à chaque fois. Donc, comment, en ayant observé simplement 5 points, je peux garantir que sur les 2500 points, l'appareil est conforme à la spécification? Moi, je vous dis tout de suite, je ne suis pas un magicien, je vous dis tout de suite, ce n'est pas possible. J'attire votre attention également sur les résultats. Alors, comme vous le voyez, là, on mesure des écarts, donc on va le voir dans d'autres PV, dans d'autres domaines, entre la valeur étalon et la valeur indiquée par l'instrument de mesure. Cet écart, il est appelé écart dans le tableau ici, en fait, c'est rigoureusement et strictement une erreur de mesure. Parce que quand la définition de l'erreur de mesure, c'est la différence entre la valeur mesurée et la valeur vraie correspondante. Quand on fait un étalonnage, on a des valeurs vraies, ou presque vraies, cette moyenne des températures de référence, dans le premier point à moins 49,85, et on a une mesure qui est donnée par notre chaîne de mesure. Alors, c'est une moyenne, pas une moyenne, ça c'est un autre sujet, c'est que des statistiques, ça pose aucun problème. Là, on a moins 50,1, donc c'est une valeur mesurée, certes qui est une moyenne, mais c'est une valeur mesurée. Et bien, l'écart entre la valeur mesurée et la valeur vraie, c'est une erreur de mesure. Cet écart-là, cette erreur de mesure, elle a pour origine évidemment les erreurs de l'instrument que je suis en train d'étalonner. Ça sert à ça un étalonnage, c'est connaître les erreurs de l'instrument qu'on est en train d'étalonner. Mais elle a aussi comme origine toutes les erreurs propres au laboratoire d'étalonnage. Dans le cas des températures, ça va être la stabilité du bain, l'hétérogénéité du bain, l'incertitude sur la valeur annoncée par la sonde d'étalon. Donc, toutes ces incertitudes, elles se matérialisent, elles se mélangent dans cette erreur de mesure. Donc, la colonne écart, c'est une erreur de mesure. Et vous voyez son ordre de grandeur, moins 0,25, moins 0,08, moins 0,02, et ainsi de suite. Et la colonne d'à côté, vous avez l'incertitude d'étalonnage. Alors, l'incertitude d'étalonnage, c'est quoi? C'est toutes les erreurs du laboratoire d'étalonnage, sauf celles de l'instrument. Voilà, c'est déjà ce que je vais appeler son bruit interne, son bruit à lui. C'est déjà lui qui amène ce bruit-là,
c'est ce qu'il fait de mieux parce qu'il a maîtrisé ses opérateurs, ses étalons, ses conditions de générateur de température. Et il dit, moi, le mieux que je peux faire, c'est avoir des valeurs à 0,22 pour le premier point. Et là, vous regardez quand même que sur les 5 points, j'en ai 4 qui sont négligeables devant les incertitudes d'étalonnage. C'est quand même fondamental ce qu'on observe bien ici. Ça veut dire que l'erreur de mesure qu'on a observée au moment de l'étalonnage de cette chaîne de PT100 est plus petite, voire nettement plus petite, que l'incertitude d'étalonnage, c'est-à-dire les erreurs que peut produire le laboratoire d'étalonnage par lui-même. Autrement dit, il n'y a pas besoin de faire beaucoup de statistiques, mais simplement un peu de bon sens. Ce que je peux dire ici, très concrètement, c'est que je n'ai pas vu l'instrument de mesure. Voilà, je ne l'ai pas vu. C'est-à-dire que mon incertitude d'étalonnage est trop grande pour voir les erreurs qui sont propres à l'instrument de mesure. J'aurais pu le voir. Si l'instrument avait des erreurs de 0,3, 0,4, 0,5 degrés, à plus ou moins 0,2, ça veut dire quelque chose. Mais quand je lis moins 0,08, la deuxième ligne, à plus ou moins 0,22, je dis simplement que j'ai rien vu et que du coup, j'ai même pas moins 0,08, j'ai simplement 0. En tout cas, je n'ai pas vu dans les conditions d'étalonnage les erreurs de l'instrument de mesure. Donc, imaginez que si dans les conditions d'étalonnage, je ne vois pas les erreurs de l'instrument de mesure, dans les conditions réelles d'utilisation de ma chaîne, je les verrai encore moins. Ça veut donc dire que tout ce qu'on voit là, c'est simplement le constat que l'instrument de mesure est meilleur que le laboratoire d'étalonnage. Voilà. Je me suis amusé à compter les pages. Tout ça, on vous le dit dans un document qui fait 5 pages. J'y reviendrai, j'ai compté les pages. J'étais jusque-là. Je vous ai dit, j'avais des choses désagréables à dire. Voilà la première. Ensuite, on va prendre un autre exemple. Alors là, c'est plus rien à voir, c'est un pied à coulisses. Alors lui, il a une étendue de 300 mm, une résolution de 0,01. Donc, je reprends mon petit calcul de tout à l'heure. 300 mm d'étendue fois 100 graduations par millimètre égale 30 000 points de mesure possibles sur le pied à coulisses. Et l'étalonnage, on l'a fait en 6 points, soit 0,02% des possibilités de l'instrument de mesure. Et là, on va aussi être capable de déclarer la conformité d'un instrument à une spécification. Mais comment? En regardant uniquement 6 points. Alors, dans les 6 points, évidemment, on le voit ici sur le PV, j'ai une erreur plus grande que les autres. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'erreur maxi. Mais c'est l'erreur maxi parmi l'échantillon de 6 points. Parce que l'erreur maxi du pied à coulisses, qui lui a 30 000 points, je n'en sais fichtre rien. J'ai vu celle-là, il y en a sûrement une autre plus grande ailleurs qui se cache sur une autre résolution. Je redis, on ne va pas faire tous les 30 000 points d'étalonnage du pied à coulisses. On va simplement être plus modeste dans la conclusion. Cette erreur maxi que j'observe pendant l'étalonnage n'a très probablement rien à voir avec l'erreur maxi la plus grande que peut produire cet instrument de mesure par ses défauts lui-même. Il n'y a aucune raison que par chance, chaque fois que je fais ces 6 points-là, je tombe sur les erreurs maxi de tous les pieds à coulisses de la planète. Ça n'a absolument aucun sens. J'attire votre attention quand même que dans un document qui fait 5 pages, on nous montre en résultat, celle-là pour l'anecdote, elle est très forte, on nous dit que l'erreur maxi, vous voyez entre parenthèses, c'est écrit valeur absolue. Voilà. Alors pourquoi c'est écrit valeur absolue? Parce que vous voyez, du coup, l'erreur maxi en valeur absolue, c'est 20, alors que si je regarde mon listing, j'étais moins 20. Donc, comment on peut écrire 20 alors qu'en réalité, on a trouvé du moins 20? Je trouve ça étrange quand même. Si mon appareil se trompe de moins 20, pourquoi j'écris 20? Alors, pourquoi j'écris 20? Je vais vous le dire. Parce que dans la norme, il est écrit que quand on a mesuré ces erreurs, là, ces erreurs d'indication, alors ce terme erreur d'indication a disparu du VIM en 2008. Il était dans le VIM 2. Il a disparu, il y a sûrement des raisons. On l'a maintenu dans les normes, il y a aussi des raisons, mais je ne vais pas épiloguer là-dessus. Eh bien, on dit qu'on a fait des erreurs d'indication pendant les mesures au moment de l'étalonnage, et c'est moi qui avais écrit cette phrase à l'époque dans la norme des pieds à coulisses. Pour vous dire, je m'inquiétais encore des pieds à coulisses à l'époque, et j'ai écrit évidemment, on ne peut pas dire qu'on prend l'erreur maxi, parce que l'erreur maxi, dans ce cas-là, ça serait 0, parce que algébriquement, 0, c'est plus grand que moins 10 et c'est plus grand que moins 20. Donc évidemment, on a dit, on prend l'erreur maxi en valeur absolue, pour dire, on va aller regarder la plus grande des erreurs, évidemment, indépendamment de son signe. Voilà. Donc on a écrit ça dans la norme, c'est resté dans la norme, la phrase est restée dans la norme, et un jour, on a un laboratoire qui a eu une non-conformité, peut-être que parmi vous, il y a un laboratoire qui a eu des non-conformités là-dessus, parce que l'auditeur, il y a que ça qui l'a tracassé, lui. C'est qu'il a dit, ah ben ça peut pas être moins 20 parce que c'est une valeur absolue, ça doit être positif. Ça ne tracasse pas de savoir qu'on a fait 6 points sur 30 000 et qu'on se permet de dire que l'instrument est conforme. Là, ça ne le tracasse pas. Par contre,
qu'on a mis valeur absolue, c'est positif, et qu'on avait une erreur négative, ça le tracasse. Enfin, franchement, si la métrologie, c'est de se poser ces questions-là, je vous dis très clairement, on est totalement à côté du sujet. Mais alors, totalement à côté du sujet. Alors, je regrette, on aurait dû écrire, on prend la plus grande erreur en valeur absolue et elle garde son signe. Voilà, mais si, il faut aller jusqu'à ce niveau c'est presque de la crétinisation d'écrire ça, en fait. Parce que tout le monde a compris que moins 20, c'était pas plus 20. Encore que, on peut se méfier un tout petit peu, parce qu'à côté, vous voyez, là, il y a la formule de l'incertitude en bas, là, alors 20 microns, plus 11, 10 moins 6L. Bon, là, je vous les recalcule à côté, je vous ai mis les valeurs en rouge de l'incertitude sur chacun des points. Et bien là, c'est plus une PT100, c'est un pied coulisse. Et là, on se rend compte de quoi? Que les erreurs qu'on a mesurées pendant l'étalonnage du pied coulisse sont de l'ordre de grandeur des incertitudes d'étalonnage, autrement dit du bruit du laboratoire d'étalonnage. Autrement dit, là encore, je n'ai rien vu du pied coulisse. Voilà. J'ai juste vu des erreurs que j'ai produites moi-même très probablement à cause de mes propres erreurs, et que voilà, alors dans les erreurs que j'ai produites, j'en ai une plus grande que les autres. Là, j'ai fait attention à la mettre en valeur absolue. Je fais un beau PV de 5 pages pour dire finalement rien, parce que je n'ai rien vu du pied coulisse. Voilà. Soyons clairs, c'est pointé du doigt, et on voit très clairement ici. Ben ici, maintenant, on change de registre, on prend une balance. Alors, la balance, c'est rigolo, c'est une étendue. Alors là encore, 4000 à 0,1 degré, ça fait 10 graduations par... pardon, j'aurais dû mettre gramme. 10 graduations par gramme. Ça fait donc 42 000 points de mesure. Là, on l'a fait en 10 points, donc 0,024%. Et là encore, on déclare la conformité de l'instrument. Alors, on a pris 0,024% des valeurs possibles mesurées par cette balance. Et avec ça, on peut déclarer que la balance est conforme à une spécification. C'est à hurler, c'est à hurler. Et là encore, hein, vous voyez, je vous mets en relation les erreurs que le laboratoire a mesurées et les incertitudes à côté. Donc, vous voyez que dans l'étendue max, le laboratoire a trouvé une erreur, alors qu'il appelle de justesse, c'est un peu facile, on ne va pas débattre là-dessus, mais il a trouvé une erreur de moins 0,2, mais c'était à plus ou moins 0,8. Voilà. Autrement dit, là encore, il n'a absolument rien vu d'autre que son propre bruit à lui. Voilà. C'est désagréable à entendre. Ça fait 30 ans que c'est comme ça. Ça pourrait encore durer pendant 30 ans. Ça dépend de la communauté des métrologues. Et j'espère bien qu'on va enfin se réveiller. J'ai eu l'occasion de l'écrire sur LinkedIn, parce que là, quand même, on achète du bruit, quoi. Et on se pose des questions autour du bruit, et on n'a absolument pas répondu à la seule question qui vaille: est-ce que mon instrument mérite une correction? Et quelle est la part d'incertitude que l'instrument va amener par lui-même dans un processus de mesure industrielle qui va permettre à vos entreprises de prendre des décisions. Voilà. Donc là, on s'est bien amusé. On a écrit, alors là, c'est un petit PV, hein, 2 pages plus 2 pages d'annexe. On s'est bien amusé, on a mesuré du bruit, et on est content, on a fait 2 pages, on les a signées, il y a plein de signatures sur le document, mais on n'a rien vu de la balance. Voilà. On a juste vu notre propre bruit. Et alors maintenant, je continue, et là, c'est un grand laboratoire, par charité confraternelle, je ne vais pas citer son nom. Là, on est encore dans un autre domaine, on est dans les pressions maintenant. Donc là, on a un capteur de pression différentielle, un 1000 Pascal, 0,1000 Pascal, résolution 1 Pascal. Alors celui-là, il a 1000 points, donc c'est pas beaucoup à côté des autres. Et on a fait l'étalonnage en 11 points. Bah, là, c'est beaucoup, mais ça ne fait quand même que 1,1% des possibilités de mesure de l'instrument. Ça ne fait que ça. Voilà. Et là, pour nous dire ce tableau-là, on a un document qui fait 8 pages. Pourquoi j'insiste sur le nombre de pages? Parce que j'ai pensé cette nuit, là, quand j'étais en train de me préparer pour aujourd'hui. Il se trouve que lundi, j'ai amené ma voiture à la révision. Ça vous arrive à tous. Voilà. Et quand je suis retourné la chercher, la révision d'une voiture, c'est autrement plus compliqué que l'étalonnage d'un capteur de pression différentielle 0,1000 Pascal. C'est autrement plus compliqué. Et bien, au garage, on m'a remis une feuille avec des cases cochées en disant ça c'est bon, on a changé l'huile de boîte, on a changé l'huile de machin, on a changé le filtre à aile, et voilà. Et là j'ai une feuille et là on me dit tout et on s'engage, hein, le constructeur s'engage sur le fait que comme ma voiture elle est entretenue, elle est garantie. C'est-à-dire que je repars avec ma feuille, j'ai pas l'âge du contrôleur, j'ai pas la date à laquelle il a eu son CAP, BEP, sa qualification pour travailler sur ma voiture. Ça c'est là les 3 pages de j'ai utilisé tel étalon, tel numéro de PV. Bon d'accord, ok. Donc, mais quand on fait appel à des professionnels et qui savent et qui connaissent leur métier, on n'a pas besoin de leur demander si leurs étalons sont étalonnés. Enfin, ça va de soi. Si un laboratoire d'étalonnage n'étalonne pas ses étalons, c'est pas un professionnel, on va vite s'en rendre compte. C'est pas la peine d'en mettre 4 pages, c'est faire du remplissage en fait. L'image que j'avais, c'était le chat. Vous savez, quand un chat rencontre un chien, le chat il s'érisse les poils, là il devient très gros. Donc il devient très gros, mais il est tout vide en fait dedans. Ben, là, j'ai l'impression que nos PV, c'est un peu ça. C'est très gros, mais c'est du vide, quoi. Enfin, on n'a rien vu de l'instrument, on nous dit rien. Regardez là encore les incertitudes d'étalonnage. Elles sont de l'ordre de grandeur de ce qu'on appelle correction. Alors, ça, c'est très fort, parce qu'une correction,
On nous donne une indication point par point sur la correction qu'il faudra apporter. Mais entre 19,93 par exemple, alors je vais prendre non, entre 49,98 et 100. Je pars de 0,98 à 100, j'ai un -1. Après, curieusement, je remonte à 0,92. On peut se poser la question quand même. Et qu'est-ce qui se passe entre les deux? Enfin, et tous les points que j'ai pas vus, alors je fais quoi si je devais corriger? Puis en quoi c'est une correction quand on voit la ligne du haut 0,01 avec une incertitude de plus ou moins 0,6? C'est tout sauf une correction, c'est rien du tout. Je ne peux pas dire que je corrige de 0,01 une indication parce que en ayant une incertitude de plus ou moins 0,6. Enfin, c'est complètement délirant. Alors vous allez voir, sur ce PV, ce n'est pas le seul truc qui est délirant. Bon, là, j'ai attiré votre attention là-dessus. Maintenant, j'attire votre attention là-dessus. Voilà. Vous voyez, il y a écart type expérimental de répétabilité. Alors, on nous a dit ça dans le tableau, hein, quand même. Et comment on a calculé cet écart type? Alors, il a fallu que je reprenne tout, hein, mais on a fait 3 mesures. Voilà, 3 mesures sur ce point-là. Et on a donc trouvé 40,03, 39,98 et 39,97. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a calculé un écart type avec Excel, d'accord? Et effectivement, l'écart type qu'on trouve avec Excel, vous voyez ici, je l'ai calculé, c'est 0,03. Très bien. Donc, ce grand laboratoire, qui est un des plus grands laboratoires français, calcule un écart type avec 3 valeurs. Ça ne lui pose pas de problème. Zéro problème. Oui, ben, moi, je peux faire le calcul aussi. Vous voyez, sur Excel, je l'ai refait. Je trouve comme lui. Sauf que, et si vous avez suivi les différents webinaires statistiques qu'on a fait jusqu'à maintenant, et notamment le dernier, celui du mois dernier, ce S n'est qu'un estimateur de ce que je cherche. Moi, je cherche sigma. Je ne cherche pas S. Je me moque de cette valeur de S, calculée en plus sur 3 valeurs. Je cherche sigma. Et bien, si je fais des statistiques et qui ne sont pas de très haut niveau, un encadrement de l'estimateur par la loi du qui 2, c'est écrit dans tous les bouquins de statistiques, et ben je dis que j'ai trouvé 0,03, d'accord, et ben ça veut dire que mon sigma, il est entre 0,02 et 0,2. C'est-à-dire, il a une qualité, c'est même pas une qualité médiocre, c'est qu'il ne représente rien. Pourquoi on écrit cette valeur ici alors qu'elle n'a aucun sens physique, mathématique, statistique? Rien. C'est un petit calcul qui ne sert à rien. Voilà. Alors, on pourrait en tirer des conclusions. On pourrait se dire, est-ce que ce 0,03 que je trouve en 3 valeurs est sensiblement différent et statistiquement différent que la répétabilité que je trouve d'habitude sur ce type d'instrument de mesure? Là, on pourrait faire un test de Fisher, par exemple, pour dire, OK, j'ai répété 3 mesures vite fait, et non, cette dispersion sur 3 mesures qui n'a pas beaucoup d'intérêt, elle n'invalide pas l'écart type de répétabilité que j'ai eu du mal à estimer, que je me suis donné du mal à calculer parce que j'ai fait des séries de mesures, j'ai fait des analyses, j'ai calculé un écart type qui est proche de ce qui est réellement la répétabilité, mais ce 0,03, il vaut rien. Il faut juste le comparer à l'autre écart type pour se dire de deux choses l'une. Soit il invalide le 0,03, d'accord? Enfin, il invalide le calcul précédent, auquel cas, ce n'est pas avec 3 valeurs que je vais m'en sortir, il va falloir que je fasse plus de mesures pour estimer la répétabilité. Soit il ne l'invalide pas, et auquel cas, je prends l'écart type de répétabilité dans mon calcul d'incertitude. Parce qu'imaginez que si le laboratoire a remplacé son écart type de répétabilité, qui est peut-être de 0,2 en vrai, par 0,03 pour nous calculer l'incertitude d'étalonnage de la colonne après, et ben, en réalité, là encore, on est peut-être dans un instrument pour lequel je n'ai vu que des erreurs du laboratoire et je n'ai pas vu l'instrument de mesure. Donc, je ne sais pas si vous voyez vous sentez mon énervement, ça c'est sûr. Mais comment on en est encore là? Enfin, voilà, moi c'est la question que je me pose. Ça fait 30 ans qu'on fait des étalonnages, ça fait 30 ans qu'on met de l'argent sur la fonction métrologie dans l'entreprise, ça fait plus de 10 ans qu'on a un document de référence qui nous dit ce qu'il faut faire, et on continue, c'est des PV tout récents, on continue à faire des trucs. Mais moi, ces trucs-là, c'est du blabla. On remplit 8 pages de blabla, il n'y en a rien dit sur l'instrument de mesure. C'est quand même une catastrophe. C'est quand même une catastrophe. Et alors, je vais un peu plus loin maintenant. Bon, là, vous verrez, j'ai mis un lien sur un article que j'avais écrit qui détaille un peu plus les choses. Mais vous, industriels, je sais bien ce qui vous intéresse le plus. Pour avoir été à la tête de nombreux laboratoires, vous voulez savoir si l'appareil est conforme. Ça, c'est vraiment la discussion. Est-ce que mon instrument de mesure est conforme? Voilà. On ne va pas faire un webinaire là-dessus parce que le sujet est très compliqué. J'ai juste pris cette règle que je déteste, que vous avez sous les yeux, qui vient d'une norme qui s'appelle l'ISO 14253-1, qui a été éditée en 2000, la première version, ou en 99, elle a peut-être même le truc, voilà, et qu'un enfant de 5 ans peut comprendre. Voilà. Je veux dire, voilà. Maintenant, on a une autre norme qui traite de la conformité, qui s'appelle le guide 98-4. Vous pouvez la voir en anglais gratuitement sur le site du BIPM, c'est le document JCGM 106. Lui, il est autrement plus pertinent
Il a été publié en 2012, ça fait 10 ans, on en est encore à trouver dans des certificats COFRAC aujourd'hui cette règle-là. Alors, vous allez voir où nous amène cette règle, hein, parce que ça nous amène loin quand même. Donc voilà, là on nous dit, si vous voulez savoir si l'instrument est conforme ou pas, alors vous allez faire une addition entre un truc qu'on appelle l'erreur de justesse qui n'a rien à voir avec l'erreur de justesse, parce que on l'a vu, il y a assez souvent du bruit d'étalonnage. On prend ce bruit d'étalonnage, c'est-à-dire l'erreur que le laboratoire a produit au moment de l'étalonnage, on ajoute l'erreur la plus grande qui risquait de produire au moment de l'étalonnage, et là on nous dit si notre instrument est conforme en ayant mesuré moins d'1% des points, et on nous dit qu'il est conforme sur son étendue. Bon là, c'est à hurler de rire. Voilà, enfin, en tout cas, si ça ne faisait pas pleurer, ça ferait rire. Bon, on en est là. Donc, bon. Alors, les conséquences. Si je prends l'exemple de la balance, par exemple. Donc, vous voyez ici que la tolérance sur la balance, c'est 0,1% de la masse appliquée. On est d'accord, c'est bien sur l'étendue de mesure. Hein. Je ne reviens pas sur le fait qu'on a pris une quantité complètement dérisoire d'échantillons de cette étendue. Bon, donc là, imaginons que ce soit bien une erreur de justesse. Imaginons que ce soit bien une erreur de justesse. Le laboratoire a trouvé moins 0,2. Avec plus ou moins 0,8, d'accord, ça lui permet de déclarer la conformité à la spécification, parce que 0,1% de la masse appliquée, si je prends le dernier point, ça fait 4. Voilà. Donc effectivement, tout le monde sait que 1, c'est plus petit que 4. Voilà. Donc ça, c'est génial. Alors, je crois que dans l'exemple numérique, j'ai pris le milieu des chaînes. Voilà. Et donc, on va nous dire alors, que la spécification au milieu de l'échelle pour 2000, c'était 2 grammes. On a trouvé à 2000 une erreur de moins 0,2, c'est-à-dire 10 fois plus petite que la spécification. Et quand on va vouloir dire si l'appareil est conforme ou pas à cette EMT qui sort en général du chapeau de Bozo, si on prend l'EMT pour faire le calcul d'incertitude, on va diviser l'EMT par racine de 3. Ça aussi, c'est un non-sens statistique. Si on vous dit que votre instrument est conforme à une erreur maxi de 1%, voilà, c'est-à-dire on a fait un étalonnage, mais on ne vous a pas donné les valeurs d'étalonnage, et on vous dit l'erreur la plus grande qu'on a trouvée, elle est inférieure à 1% en tenant compte de l'incertitude d'étalonnage. On vous dit ça quand on vous déclare la conformité à l'EMT. Ça veut dire qu'elle peut très bien être égale à 0,02. 0,2, c'est plus petit que 1. D'accord? Donc, si on vous dit rien d'autre que 1%, évidemment, vous allez être obligé de prendre la borne de 1%, parce qu'on ne vous a pas donné d'autres informations. Donc, votre erreur maxi de l'instrument de mesure, je vous dis, c'est prétentieux hein, de dire ça avec 0,02% des points mesurés, mais imaginons qu'on soit Dieu et que ça marche, qu'on soit obligé de prendre la borne, c'est normal, puisqu'on ne nous a rien dit sur la valeur qu'on avait trouvée. Donc, on prend 0,1%, ça ne me pose pas de problème. Voilà. Par contre, ce n'est pas parce que je ne sais pas où est l'erreur maxi dans l'intervalle plus ou moins 0,1% que l'erreur des instruments se distribue sur une loi uniforme. C'est n'importe quoi de penser ça. Que je ne puisse pas prendre autre chose que 0,1%, c'est normal, parce que je ne sais pas où est l'erreur maxi dans l'intervalle de plus ou moins 0,1%, mais ça ne veut pas dire du tout que l'erreur maxi, que l'erreur de l'instrument se distribue suivant une loi uniforme. Si je lance 3D, la valeur maxi c'est 18, d'accord? Eh bien, ça ne se distribue pas suivant une loi uniforme. Reprenez les webinaires où on montre ça facilement par simulation numérique. Avec 3D, on a une loi normale. Donc, ce n'est pas parce que je ne sais pas, en ayant observé quelques points, si c'est plutôt 18 ou 20, ça n'a rien à voir, ou 16, ça n'a rien à voir avec la loi de distribution des erreurs propres à l'instrument de mesure. Là, dans tout ce qu'on vient de voir, on a vu que du bruit d'étalonnage. Déjà, il n'y a pas d'erreur de distribution et on n'a pas vu l'erreur de l'instrument. Bon. Mais en aucun cas, quand on a une EMT, il faut diviser par racine de 3. Ça n'a rien à voir. Je peux vous donner un exemple sur les comparateurs mécaniques où la façon de déterminer l'erreur du comparateur fait que ce n'est pas par racine de 3 qu'il faudrait diviser, c'est par 4,5. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est n'importe quoi. Donc, quand on divise par racine de 3, on obtient un chiffre. Dans ce cas-là, ici, 2 divisé par racine de 3 au carré, ça fait 1,33. C'est un chiffre. Voilà. Alors qu'on aurait pu mettre, c'est un calcul approximatif, 0,01. Ça veut dire qu'on s'est trompé de 13 000%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Mais comment on en est encore à faire ça? Enfin, comment c'est possible? Moi, j'ai passé toute ma nuit à me dire, mais pourquoi on en est encore là? Enfin, c'est quand même juste pas possible. C'est juste pas possible. On voit des erreurs d'étalonnage, on ne voit pas les erreurs des instruments. On fait que quelques points, on s'en contente pour trouver des erreurs maxi, et après on déclare une conformité, et après on fait des divisions par racine de 3. Mais ce n'est pas ça la métrologie. Vous savez, le concept d'erreur maxi, il a été inventé par la métrologie légale, je l'ai dit également dans un webinaire. La métrologie légale, elle a pour elle
qu'elle sait à quoi servent les instruments de mesure. Voilà. Une balance de bouchée, ça sert à peser de la viande. On le sait à l'avance. Une pompe à essence, ça sert à délivrer du carburant. On le sait à l'avance. Voilà. Ça, c'est clair. Bon. Donc, la métrologie légale, elle sait à quoi ça sert. Deuxièmement, elle vise la loyauté. Elle ne vise pas la fonctionnalité. La loyauté, c'est quoi? C'est que l'erreur, la mesure, elle sera fausse, mais il ne faut pas qu'elle soit systématiquement fausse au détriment soit du commerçant, soit de son client. Voilà. Donc, la loyauté, c'est l'erreur de mesure n'a pas de préférence. Un jour, elle favorise l'un, un jour, elle favorise l'autre. On n'est pas dans un avion en train de se demander s'il va atterrir. On est juste en train d'acheter un beefsteak pour midi. Voilà. Donc, il n'y a rien de vital. Et si ce beefsteak-là, il fait 0,1 g de moins, ben, la prochaine fois, il fera 0,2 g de plus et tout le monde sera content. Voilà. Ça ne changera pas l'équation. Donc, la métrologie légale, elle fait ça. Mais elle fait mieux que ça. Elle fait de l'approbation de modèle. C'est-à-dire qu'elle, elle sait que le modèle est linéaire. Nous, on ne sait pas. Donc, plutôt fait un étalonnage. Un gars qui fabrique une balance, une PT100 ou je ne sais pas quoi, on ne sait pas du tout. Personne n'a fait de l'approbation de modèle. C'est le fabricant, on entend bien, qui fait très probablement un instrument linéaire, mais on n'en sait rien du tout. Personne ne nous l'a dit à notre place. Donc, la métrologie légale, elle sait ça. Puis la métrologie légale, elle dit, bon, allez, pour assurer la loyauté, on va prendre 5 points, ça sera les mêmes pour tout le monde. Et sur ces 5 points-là, l'erreur la plus grande que je veux mesurer doit être inférieure à une erreur maxi tolérée. Mais l'erreur de mesure la plus grande au moment de ma vérification de mon étalonnage, personne prétend que c'est celle de la balance. C'est l'erreur qu'on observe au moment de la vérification de la balance chez le boucher. C'est l'erreur qu'on observe au moment de la vérification de la pompe à essence au cul de la pompe à essence. Ce n'est pas l'erreur de la pompe à essence. C'est l'erreur qu'on observe sur ce point-là, qui est une erreur de mesure. C'est l'erreur qu'on observe sur ce point-là, d'accord? Quand je suis embêté, là, parce que le télétravail, c'est pas super, j'ai quelqu'un qui sonne à la porte. C'est l'erreur qu'on observe sur ce point-là et qui doit être plus petite qu'une erreur maxi tolérée. Donc, ça n'a rien à voir avec l'erreur maxi de la pompe. Ça ne concerne pas l'instrument de mesure. C'est le processus de mesure. Donc, dans ce cadre-là, on peut mettre une erreur maxi tolérée. Au moment de la vérification, ça ne pose pas de problème. Mais comment parler d'EMT sur un capteur de température sans savoir à l'avance ce qu'il va faire, sans savoir si l'erreur est de type systématique ou aléatoire? Enfin, je ne comprends pas. Ça n'a aucun sens. Voilà. Alors, je comprends, c'est facile pour montrer à des auditeurs, mais en pratique, ça ne sert absolument à rien. Voilà. Donc, pour moi, la métrologie, ce n'est pas faire plaisir aux auditeurs d'ISO 9000. Ceux qui participent à nos webinaires le savent. On a un enjeu fondamental avec l'industrie 4.0 et les algorithmes d'intelligence artificielle. Il faut absolument qu'on corrige la trajectoire et qu'on se mette au service de l'entreprise et non pas pour faire plaisir à l'auditeur, au service de l'entreprise pour faire des mesures qui soient les plus fiables possibles de manière à ce qu'on prenne les décisions qui soient les plus pertinentes possibles. Voilà tout ce que j'avais à vous dire. Je vais maintenant passer la parole à Didier qui, lui, va vous présenter plus dans le détail qu'est-ce que c'est qu'un étalonnage vu du VIM 3 et notamment sur des exemples avec MCare où il va vous parler un petit peu de ses difficultés et autres sur cette question-là. Mais je crois, Adrien, qu'on avait prévu des questions de sondage et moi, je vais laisser la parole à Didier. Oui, donc du coup, là, maintenant, on va essayer de voir ensemble sur des exemples bien concrets. Donc, par contre, on fait le sondage avant. Ouais, c'est bien. Et du coup, on lance le deuxième. Ah ben voilà. Parfait, merci. Bon, bah écoute, Didier, voilà, après cette petite séquence sondage, voilà. J'espère que je n'ai pas été trop violent, mais je te donne la parole avec plaisir. Raconte-nous un petit peu comment maintenant, toi, tu vois les étalonnages. Donc, en fait, voilà, on reçoit souvent, comme a dit Jean-Michel, on reçoit des certificats qui sont faits par des prestataires qui n'abordent pas forcément dans leur grande majorité cette partie de modélisation. Donc, on va essayer de voir par des exemples. Alors, il faudrait que je puisse partager ma fenêtre. Pour l'instant, je n'ai pas. En fait, je vais essayer de voir avec les informations qu'on a, comment on peut s'en sortir pour essayer de connaître mieux l'équipement de mesure. Voilà. Donc, en fait, moi, je suis assez… je travaille beaucoup dans les laboratoires de biologie médicale. Enfin, j'ai travaillé beaucoup en chimie, etc. Donc, en fait, dans les laboratoires pharmaceutiques. Donc, en fait, j'ai pris l'exemple de pipettes, d'accord, qui sont étalonnées une fois par an dans la majorité des cas. Et donc, en fait, voilà un petit peu la méthode qui est proposée. C'est une méthode par gravimétrie, c'est-à-dire que vous avez
votre pipette qui arrive chez le prestataire, c'est des pipettes généralement à volume variable. D'accord? Et puis, il fait par gravimétrie, c'est-à-dire qu'il prend un volume d'eau hein, et il va le peser et il va regarder par rapport au volume nominal qui est annoncé, c'est-à-dire le volume nominal, par exemple, pour une pipette, là, on est sur un cas de pipette de 50 à 200, de 20 à 200. Le volume nominal, ça sera 200. Et donc, du coup, il va regarder justement pour un choix de volume. Alors là, il est en 3 points. Les prestations sont toujours en 3 points, sont toujours au volume nominal, à 50% du volume nominal et à 10% du volume nominal. Et donc, voilà le mesurant. Donc, on va recalculer, on va peser en tenant compte de l'air, de l'eau, etc. On va peser et on va recalculer derrière une température, un volume à 20 degrés, qui est la température de référence. Et puis, pour vous montrer quand même que c'est bien des erreurs de mesure et non des erreurs de l'instrument parce que dans la méthode, hein, ça c'est extrait d'un certificat, les incertitudes types sont calculées en tenant compte des différentes composantes d'incertitude. Et on voit contribution de l'instrument étalonné, bah, c'est une partie des incertitudes possibles. Donc en fait, quand on vous donne une incertitude, eh ben, c'est l'incertitude, c'est bien l'incertitude d'étalonnage et le prestataire le dit d'ailleurs hein, dans sa méthode. Donc en fait, quand vous allez utiliser le fascicule, vous allez voir que dans la majorité des cas, vous avez différents algorithmes pour calculer une modélisation d'étalonnage. Vous avez la méthode OLS, c'est la méthode toute simple, basique, qu'on retrouve sur Excel avec la fonction droite-règle, la fonction matricielle droite-règle. Et je vous présenterai à la fin, si on a du temps, qu'on retrouve aussi chez certains constructeurs d'automates. Et ensuite, en fonction, si vous avez des connaissances sur les incertitudes, soit sur les X, soit sur les Y, hein, ce qu'il vaut bien savoir, c'est que qu'est-ce que fait un prestataire quand il construit un appareil? Il essaye que la valeur de l'instrument qu'il construit soit la valeur vraie. Ça, c'est valable pour tous les instruments. Le constructeur, il essaye de dire que quand je pipette 50, eh bien, j'ai bien 50. Donc, le constructeur, par lui-même, il essaye de dire valeur mesurée égale valeur vraie. Donc, finalement, si vous reportez en fait alors, je vais essayer de grossir parce que si c'est peut-être un petit peu fin pour les gens, pardon, excusez-moi. Donc, en fait, ce qu'il essaye de dire, c'est que quand il pipette 50, eh bien, il obtient 50. Donc, du coup, finalement, quand vous prenez une courbe comme ça, eh bien, c'est Y égale X. D'accord? Et qu'est-ce que va faire finalement, qu'est-ce que nous, on doit faire derrière? L'étalonneur, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit vérifier justement que Y égale X. Et donc, pour ça, la méthode OLS, elle ne tient pas compte s'il y a des incertitudes sur X ou sur Y. La méthode OLS, elle tient que la valeur, ici, il n'y a pas d'incertitude sur le X. Le X, c'est l'étalon. Le Y, alors là, c'est l'erreur, mais le Y, c'est la valeur mesurée. Il ne tient pas du tout compte qu'il y ait des incertitudes sur l'étalon ou sur la valeur mesurée. Et vous voyez bien, quand on regarde les données, ici, ça, c'est un extrait, vous voyez bien qu'il y a des incertitudes ici sur les Y. Alors, d'aucuns pourraient me dire que l'incertitude à 50 et l'incertitude à 100 sont les mêmes. Là, c'est simplement pour vous montrer que c'est le client qui a choisi 50. Normalement, c'est 20 à 200. Donc, normalement, il y a une incertitude sur 20, une incertitude sur 100 et sur 200. Sauf que là, le prestataire, il ne s'est pas enquiquiné. Il a simplement dit, ben, l'incertitude à 50, je mets l'incertitude à 100. C'est pour ça qu'ici, vous avez 2 fois la même incertitude, mais ce n'est pas tout à fait logique. Donc, en fait, qu'est-ce que vous avez? Vous avez des valeurs ici nominales. C'est des valeurs vraies que l'on souhaite avoir, c'est-à-dire que le client, lui, ce qu'il souhaite, c'est que quand il pipette 50, il est bien 50. Et ça, c'est à l'issue de la méthode gravimétrique, c'est la valeur que l'on va mesurer. D'accord? Et derrière, il est annoncé des incertitudes. Alors, simplement ici, c'est 0,72. C'est en fait là parce que c'est une incertitude à K égale 2. D'accord? C'est une incertitude élargie, pour ceux qui sont un peu au courant. Donc là, on passe en incertitude type. Ça, c'est pour c'est MKR qui travaille comme ça. D'accord? Et donc, en fait, qu'est-ce qui se passe quand alors, on va faire l'exemple ensemble. Hein, quand on prend les valeurs, vous avez ici, vous vous mettez dans les valeurs mesurées. D'accord? Et ici, vous allez
choisir, alors pas la méthode OLS, c'est la méthode des moindres carrés pondérés. C'est la méthode des moindres carrés pondérés, c'est quand vous avez des incertitudes sur les Y et pas d'incertitude sur X. Là, on n'a pas de connaissance d'incertitude sur X. Et vous allez calculer. Et qu'est-ce que… Alors voilà, là, vous avez la modélisation. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve? Eh bien, on retrouve les coefficients. Ça, c'est l'ordonnée à l'origine. Là, c'est la pente. La variance résiduelle est très importante parce qu'en fait, c'est la variance, c'est l'incertitude du modèle, en fait, d'accord, qu'on l'on prend au barycentre, qu'on l'on prend au centre des cas. C'est pour ça qu'ici, vous avez une incertitude qui est un petit peu moindre, hein, puisque les points qui sont là, souvent, ça, c'est la bande d'incertitude, hein, d'accord, des valeurs possibles des droites, d'accord. Vous avez autant de droites possibles dans cette bande-là. Alors, je vais essayer de grossir si vous ne voyez pas trop, voilà. D'accord? Et c'est normal sur les points extrêmes parce que les points extrêmes ont un effet levier sur l'équation de la droite. Il y a une deuxième chose qui est très intéressante aussi à voir quand vous regardez les résultats, c'est la matrice de variance-covariance des paramètres. Ici, alors vous l'avez sur Excel, mais vous n'avez pas la matrice de variance des paramètres, vous avez la variance sur sur l'ordonnée à l'origine, et là, vous avez la variance sur la pente. Par contre, là, le logiciel MCARE vous donne aussi la variance sur la corrélation entre B0 et B1. Mais Jean-Michel, tu me coupes si je dis des bêtises. Donc, du coup, vous pouvez avoir une incertitude sur la pente, et ça montre bien que quand vous faites un étalonnage, eh bien, cet étalonnage, c'est un étalonnage parmi tous les étalonnages possibles. D'accord? Ici, donc, vous pouvez prendre en compte aussi la variance des résidus sur l'incertitude. Donc, si vous voyez, par exemple, ici, si je décoche, j'ai une petite incertitude si je mesure 50, par exemple. J'ai une petite incertitude. Par contre, si je prends en compte l'incertitude du modèle, d'accord, à ce moment-là, l'incertitude croît fortement. Donc, du coup, c'est intéressant parce que là, je dis je pêche 50, mais je pourrais mettre 60, par exemple. D'accord? Et puis, du coup, à 60, eh ben, si je ne tiens pas compte du modèle, eh bien là, j'ai une petite incertitude. Et si je tiens compte du modèle, eh bien, du coup, l'incertitude grandit vraiment. Donc, ça montre bien que la modélisation d'étalonnage, elle est très importante parce qu'elle vous donne de l'information sur votre instrument de mesure dans une gamme donnée, d'accord, en tenant compte eh bien, des multiples possibilités de droites possibles que vous pouvez avoir. Là, vous avez, entre ces bornes-là, vous avez une infinité de droites possibles. Et alors, il y a une des choses qui est intéressante, et donc, une des choses qui est intéressante avec MCARE, qui ne le fait pas avec RegPoly, c'est la signature d'étalonnage. Ce que je vous ai dit, c'est que le constructeur essaye d'atteindre Y égale X. Ce que va devoir faire, vous, en tant que smart métrologue, je vais dire, eh bien, c'est essayer de vérifier que Y égale X. Pour ça, il y a un outil qui est bien dans MCARE, c'est que vous allez, par simulation numérique, essayer de simuler un instrument, on va dire, parfait au regard de l'incertitude déclarée. Donc, quand vous faites, là, vous allez simuler 2000 étalonnages. D'accord? Donc, normalement, ça ne doit pas prendre trop de temps, théoriquement. Ah, c'est un peu lent. J'étais peut-être un peu présomptueux de mettre 2000. Là, je ne peux pas revenir en arrière. Mais ça marche bien. Mais là, c'est peut-être parce qu'il y a beaucoup de choses connectées sur le PC. En espérant que ce ne soit pas un bug. Ouais, ou autrement, il y a un bug. Je vais mettre juste 500, on va voir. Mais comme il est en train de travailler 2 fois, j'ai peut-être été obligé de l'ouvrir ou de l'ouvrir. C'est pas cool, mon histoire. Ah, voilà. Donc, voilà. Ça, tous les points bleus, eh ben, vous imaginez que vous avez fait 500 étalonnages d'un instrument de mesure parfait. D'accord? Donc, vous voyez que cette
ces points sont dans une sorte de petite, dans cette forme-là. Et donc, du coup, vous voyez que vous avez la corrélation entre B0 et B1, ce qui est normal. C'est pour ça que vous avez, c'est pas plat, hein, du coup. Et donc, ici, vous avez votre équipement. D'accord? Qu'est-ce que vous voyez sur votre équipement? Qui s'éloigne nettement. D'accord? L'étalonnage ici s'éloigne nettement de l'instrument parfait. Donc, ce qui, normalement, en fonction du risque de cette pipette sur le résultat, parce que la pipette, il faut voir que c'est juste un outil pour faire un autre process, hein. Eh bien, en fonction de ce que vous voulez faire derrière avec votre pipette, vous aurez la possibilité de dire oui, il faut corriger, non, il ne faut pas corriger. Ma pipette est critique, oui, je vais corriger, d'accord? Et ma pipette n'est pas critique, non, je ne vais pas corriger. Alors, qu'est-ce que fait le prestataire généralement? Il a la pipette à réception, ça c'est les résultats, enfin c'est l'étalonnage à réception, d'accord? Et derrière, il va faire la maintenance, d'accord? Et il va refaire un autre étalonnage. Donc on va, mince, c'est ici, il faut que je mette. Oui, pendant que tu fais tes calculs, Didier, je vais prendre. Ouais, ben vas-y. Il y a des questions dans le chat, ça va permettre aussi de répondre. Là, on comprend bien, on a pris que 3 points sur la pipette. Quand on fait la signature du processus d'étalonnage, en fait, on simule des résultats d'étalonnage qu'on pourrait obtenir suivant la procédure d'étalonnage qu'on a, sachant les incertitudes d'étalonnage, mais en considérant que l'instrument, lui, est parfait. C'est-à-dire que lui, il n'amène aucune erreur dans le processus d'étalonnage. Comme je l'explique au début, un étalonneur, il ne peut pas faire autrement que de subir ses propres erreurs à lui. Il n'y a pas d'autre solution pour eux. Il y a des erreurs au moment de l'étalonnage qui se produisent. Elles sont inexorables. Donc là, en fait, on va simuler des résultats d'étalonnage d'une pipette parfaite avec les erreurs qui viennent du laboratoire d'étalonnage. Et comme on croit que c'est la pipette, on va demander à MCARE de faire l'équation qui passe par ces points dont on sait que ce n'est que du bruit d'étalonnage parce que par définition, on a fait de la simulation comme ça. Et chaque simulation d'étalonnage d'une pipette parfaite conduit à un point bleu qui a été matérialisé dans la signature. Quand j'en fais 500 ou 2000, j'aurai 500 ou 2000 points bleus. Ces points-là, c'est la matérialisation des effets de l'incertitude d'étalonnage dans la modélisation. C'est-à-dire, en gros, ces points bleus, ils ne viennent pas de l'instrument de mesure. Ça veut dire, si je trouve un de ces points bleus, je n'ai rien vu de l'instrument de mesure. En gros, je n'ai pas détecté l'instrument de mesure. Je ne peux pas dire que l'instrument de mesure est intervenu dans les résultats que j'ai obtenus. En gros, il est meilleur que moi, quoi. Voilà ce que j'ai expliqué sur les PV que j'ai présentés tout à l'heure dans d'autres configurations qui n'étaient pas des configurations de modélisation. Et quand on fait un étalonnage ensuite pour de vrai, le point rouge ici, si le point rouge est dans le nuage, alors on dit simplement qu'on a vu que du bruit d'étalonnage et qu'il n'y a pas de correction à faire. Vous voyez qu'on est très loin d'appeler une colonne correction parce qu'on a juste inversé la valeur mesurée et la valeur étalon. Là, on dit le point rouge est en dehors de l'ellipse qui matérialise le bruit d'étalonnage, alors mon instrument mériterait une correction, ça veut dire qu'on la fera. Soit le point rouge est dans l'ellipse, et auquel cas on dit ce qu'on a vu c'est nous, c'est notre propre bruit, donc l'instrument, il n'y a pas de correction parce qu'en tout cas on n'a pas détecté, compte tenu de notre contexte d'étalonnage, on n'a pas détecté de correction possible. Et là, je vais répondre à une question du chat. Évidemment que la taille de cette ellipse, la taille des points bleus, elle est fonction de quoi? Elle est fonction du nombre de points d'étalonnage que je prends. Si j'en prends 3, comme tout à l'heure sur l'écart type de répétabilité, ma tâche sera beaucoup plus grande que si j'en prends 50. Voilà. Donc, je peux adapter la taille de mon ellipse par ma procédure d'étalonnage. Donc, si je veux être plus précis quant à la détection éventuelle d'un défaut de mon instrument de mesure, je vais pouvoir dimensionner ma procédure d'étalonnage pour être capable de dire, OK, elle est plus longue, mais je sais pourquoi elle est plus longue, parce que j'ai pris plus de points sur l'étendue. Parfois même, on va pouvoir aussi répéter, si on a beaucoup de répétabilité dans le processus, je prends une clé dynamométrique, par exemple, ou une pipette, il y a de la répétabilité opérateur de façon importante, et dans mon protocole d'étalonnage, je vais pouvoir dire qu'au lieu de prendre une mesure, je vais faire la moyenne de 5 mesures. Toutes ces actions vont diminuer la taille de l'ellipse, donc vont augmenter notre capacité à voir le point rouge sortir de l'ellipse si l'instrument a vraiment un problème.
Donc, effectivement, donc là, par exemple, là, le prestataire, après, il fait une maintenance de la pipette et puis il refait un étalonnage derrière et on voit finalement qu'à l'issue de la maintenance, hein, eh bien, le point, il reste l'instrument, il reste en dehors de cette ellipse, en fait. Donc, alors, bien sûr, vous allez me dire, les prestataires, ils travaillent, comme vous pouvez le voir ici, avec des erreurs maximales tolérées. Et ben, vous voyez qu'ici, ben, voilà, ça rentre dans les cases, d'accord? Mais par contre, le fait de modéliser et de faire une signature derrière va vous donner vraiment beaucoup, beaucoup plus d'informations sur votre équipement, d'accord? Et c'est ça qu'on veut. C'est bien ça qu'on veut. C'est bien l'équipement par rapport au process global. Quelle est la part de variabilité de l'équipement par rapport au process global dans un dosage, par exemple? Il y a une chose très intéressante que fait aussi, alors on ne va pas rentrer dans le détail de comment on y fait, mais on peut, avec MCare, travailler avec un tableau, un bilan d'incertitude. Alors là, j'ai repris un peu pour le besoin du calcul, hein, l'information que je pouvais avoir issue du certificat d'étalonnage. Donc, j'ai mis une incertitude sur X parce que, par exemple, quand je règle une pipette à volume variable quand je règle ma pipette, eh ben, la seule chose que je connais de cette pipette quand je la règle, c'est sa résolution. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que les conditions ambiantes, hein, pour un étalonnage d'une pipette, les conditions ambiantes, c'est température, pression, humidité, que ces conditions ambiantes interviennent aussi bien sur la pipette que sur la balance qui réalise les mesures. Donc, en fait, vous pouvez carrément avoir des causes communes entre X et Y, c'est-à-dire que les conditions ambiantes vont covarier, d'accord, vont varier avec, d'accord, aussi bien sur la pipette que sur la mesure, c'est-à-dire sur la balance. Pour le coup, donc on met que ça varie dans le même sens, puisque généralement les liquides, c'est de l'eau, hein, donc normalement tout se dilate quand la température augmente. Et puis, ce qui est intéressant ici, c'est que le logiciel, il propose, quand vous faites un étalonnage, généralement, vous avez, de façon générale, hein, vous avez une température, une plage de température dans laquelle vous allez dire, eh bien, je peux faire l'étalonnage entre 15 et 25, par exemple, ou entre 20 et 25, on va faire comme ça. Et puis souvent, l'incertitude qui est issue de ce facteur température, on prend les 5 degrés, d'accord, le 5 degrés, et on le divise par racine de 3, et puis on a cette incertitude cible, cette incertitude type derrière. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si l'étalonnage se fait entre 20 et 25, il peut partir de 21 degrés et ne pas bouger au-delà d'un certain pourcentage dans ce 20 à 25. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que vous introduisez de la covariance et puis vous avez donc du coup, vous pouvez affiner justement la contribution du facteur d'erreur au regard de ce qui bouge vraiment dans votre laboratoire. Et la température, c'est facile hein, de voir que la température bouge ou ne bouge pas, il suffit de la mesurer. Et vous avez, par exemple, là, les conditions ambiantes ne varient que de 20%. Le reste, c'est fixe. On est parti de 21 degrés, on a bougé par exemple 21 plus ou moins 0,5, et bien du coup, le facteur d'incertitude ambiance, hein, que je nomme ambiance, eh bien, ne varie que de 20%, le reste étant fixe. Pareil pour la répétabilité, l'effet interopérateur. L'effet interopérateur, il intervient, certes. Par contre, dans un étalonnage, ben, généralement, vous n'avez qu'un seul opérateur. Donc, ben, finalement, le facteur effet opérateur, il ne varie pas durant l'étalonnage, donc la covariance est nulle en fait. J'ai bien dit ça, hein, c'est bon. J'espère que je ne me trompe pas. Non, c'est pas qu'elle est nulle, c'est qu'au contraire, elle est à son maximum. Mais c'est pas très grave, je t'écoute avec plaisir parce que je sais tous les efforts que tu as fait pour en arriver là. Et donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? Ça prouve que c'est accessible, on peut comprendre ça. Enfin, tout ça pour dire, c'est pas incompréhensible. Ce qu'on fait avec Pierre, c'est pas inabordable, c'est pas réservé qu'à des génies. Il suffit juste de travailler un peu, de se poser des questions, de se gratter la tête. Tu sais ce que tu as fait déjà sur d'autres sujets. Et après, on comprend. Alors, le réexpliquer, le ci, le là. Mais en tout cas, tu as fait ce travail-là, tu as fait cette démarche et tu es le témoin ici que c'est absolument possible. On peut comprendre MCare et on peut l'utiliser. Ça pose absolument aucun problème, sous réserve qu'on y mette un tout petit peu d'énergie.
Voilà, Ah ouais, il faut mettre un petit peu de bonne volonté. Et donc, vous voyez ici, par exemple, eh bien, à partir du moment où vous utilisez ce bilan d'incertitude, eh bien, vous voyez, vous avez tous les facteurs de covariance possibles qui peuvent intervenir. Et derrière, eh bien, ça vous donne alors, je ne sais pas s'il a bien calculé, mais il me semble que oui. Je ne suis pas sûr. Tu peux mettre la méthode GGMR là, pour voir quelque chose. Ah oui, oui. C'est la méthode GGMR qui prend en compte la totalité de l'information de la matrice de Oui, tout à fait, oui. Ah mince. Donc, ouais, ça va marcher. Voilà. Donc ici, vous voyez, par exemple, tout à l'heure, on avait 0,16, un petit peu d'incertitude. On passe à des incertitudes maintenant à 0,33. Donc, en fonction de comment vous allez déclarer, alors là c'est pour l'exercice que j'ai fait, la cause d'incertitude. Je n'ai pas trop d'informations à l'issue d'un certificat d'étalonnage. On n'a pas trop d'informations qui nous permettent de définir un bilan d'incertitude assez correct. Mais là, vous voyez que finalement, l'incertitude derrière, eh bien, elle est complètement différente à partir du moment où vous faites un bilan d'incertitude et vous avez encore une information, vous affinez en fait l'information que vous avez de la connaissance de votre équipement de mesure. Donc voilà effectivement ce qu'on pouvait dire. Et je voulais éventuellement vous présenter ce qu'il ne faut pas faire, d'accord, mais ce qui est fait encore actuellement. Là, vous avez une norme qui est en relecture il n'y a pas longtemps, d'accord, et c'est des dosages d'éléments dans l'agroalimentaire, etc., où voilà à peu près, ils font des gammes d'étalonnage. Donc, c'est des dosages par absorption atomique. Donc, c'est des solutions que l'on prépare, des dilutions que l'on fait. D'accord. Donc, on fait des solutions étalons, on les dilue derrière, on utilise des fioles jaugées. Donc, il y a forcément de l'incertitude, il y a forcément des covariances, puisque les erreurs sur la concentration initiale, elles se propagent derrière aux solutions filles. Et qu'est-ce qu'ils demandent derrière? De vérifier la forme de la fonction étalonnage. Alors ça, c'est assez fabuleux, d'accord? Vérifier la forme, donc voilà. Et l'utilisateur doit vérifier ses conditions instrumentales, la validité de la fonction qui suppose la validité de la relation entre la valeur du signal et la concentration. Mais il n'y a rien sur le modèle que l'on doit choisir pour évaluer cette fonction d'étalonnage. Est-ce que c'est de l'OLS, du WLS, etc. Et même si je vais un petit peu, alors là, je vais vous le prendre. Alors, c'est un fabricant de spectrophotomètre UV, d'accord? Voilà à peu près le logiciel, d'accord? Qu'est-ce qu'il fait quand il fait la calibration? Il met les valeurs de correction ici, les absorbances, il tire une droite, méthode OLS, et qu'est-ce qu'il va regarder? Le coefficient de corrélation. Et c'est tout. Il y a forcément des incertitudes sur les concentrations, et donc, du coup, forcément, c'est l'évaluation qu'il fait derrière de la teneur de sa solution essai, elle est fausse quelque part. Donc voilà ce que moi je pouvais dire sur un petit peu près les étalonnages, parce que je pense qu'on arrive à la fin. Donc c'est tout le travail. Ce qui est très important, je pense qu'en tant que métrologue, vous êtes des scientifiques, nous sommes des scientifiques et on doit être critique par rapport à ce qu'on nous propose. Par exemple, Jean-Michel, là, hier, m'a dit « Ah, mais tu ne trouves pas que l'incertitude à 50, ça ne devrait pas être l'incertitude à 100 ?» Et finalement, c'est une question que je ne me suis pas posée quand je l'ai vu comme ça. J'aurais pu. Mais voilà, c'est ça. On nous propose des informations et donc, il faut être critique. Et pour ça, il faut avoir de la connaissance. Il faut connaître un peu les statistiques parce que du coup, on peut nous faire gober ce qu'on veut avec les statistiques. Mais en tout cas, le jeu en vaut la chandelle derrière, soit en termes au niveau intellectuel déjà, et puis pour la connaissance de vos process en aval. Voilà. Eh ben, Adrien, merci Didier. Alors, en fait, j'avais prévu aussi de montrer des petites choses sur la modélisation que je n'ai pas montrées. Adrien, je veux bien que tu me repartages mon écran, s'il te plaît. Oui. En tout cas, c'est une introduction au fascicule, parce que là, tu as montré NCARE comme il fallait le montrer. Parce que tu as utilisé Didier, et c'est normal, parce que toi, tu es dans le sujet, tu es dans MCARE, et puis tu es dans les efforts que tu as fait pour tout comprendre. Tu as parlé d'OLS, WLS, après moi, je t'ai dit GGMR, enfin bon. Il y a un truc sur lequel on n'a pas assez insisté, mais tout le fascicule qui est en téléchargement sur notre site depuis ce matin,
Donc, n'hésitez pas. Il est difficile. On a voulu le faire avec mon ami Laurent Leblond de manière très pédagogique. Mais c'est un sujet qui n'est pas simple. Et donc, je vous demande de l'indulgence si vous le trouvez trop dur. Mais surtout, il faut le prendre paragraphe par paragraphe. On a voulu faire quelque chose qui permette d'avancer pas par pas pour bien tout comprendre ce qu'on veut raconter quand on fait une modélisation. Donc, une modélisation, là, je sors de la métrologie. Hein. Je parle de la loi d'Ohm, U égale RI. On a tous appris ça à l'école. Vous voyez que ce que nous a montré tout à l'heure Didier dans l'application de la pipette, eh ben, ça ressemble un peu à ça. Ça ressemble un peu à ça. Et donc, ma loi d'Ohm, U égale RI, si je fixe la résistance dans un circuit électrique et si je fixe l'intensité I que je porte en abscisse ici, alors je vais avoir U qui répond à cette loi d'Ohm, donc U égale RI. Et quand je vais faire le modèle qui passe par mes points expérimentaux, c'est-à-dire ces points-là, je retrouve une équation de la forme Y égale 10 fois X. Pourquoi 10? Parce que c'est la résistance que j'ai mis. Si j'avais mis une résistance de 56, eh ben, je trouverais Y égale 56 fois X. Donc, modéliser, c'est essayer d'appréhender ce qui se passe sur une étendue. Donc là, vous voyez, mes points sont rigoureusement allumés. Ils suivent une loi linéaire, donc il n'y a pas de souci. Et je vais même plus loin. Si j'enlève ces points-là, puisque pour une droite, il suffit de 2 points, ben, dans le meilleur des mondes, ben, dans le monde théorique, avec 2 points, je définis ma droite et je retrouve la loi d'Ohm. Je peux donc déterminer la résistance de mon circuit électrique. Dans la vraie vie, ça c'est le monde théorique. Dans la vraie vie, c'est quoi la différence? Dans la vraie vie, quand on va mesurer U, donc là on a toujours nos points de tout à l'heure, ok? Et quand on va mesurer U, j'ai perdu mon écran, c'est vraiment pénible le GoToWebinar. Bon, Jean-Michel, je me permets de t'interrompre, mais du coup, il y a une question sur le sujet. Quelle est la relation entre l'étendue de mesure et l'incertitude de mesure? Ah ben, très souvent, les incertitudes de mesure, quand elles sont données en pourcent de la lecture, ça veut dire que plus la lecture est grande, plus ce que je mesure est grand, plus l'incertitude est grande. Voilà. Donc, il y a souvent une relation. Par exemple, en dimensionnel, il est sûr que mesurer une pièce de 1 mm, c'est plus facile que de mesurer une pièce de 3 mètres. Voilà. Donc, l'incertitude pour un pied coulisse, j'en ai vu entre 0 et 3 mètres. Autour d'1 millimètre, elle est plus petite que quand je mesure à 3 mètres. Parce que, voilà. Donc, il y a une relation, mais il n'y a pas de relation mathématique définitive. Ça dépend du processus de mesure, ça dépend de quoi on parle. Mais en général, il existe une relation entre l'incertitude et l'étendue, donc et la taille qu'on mesure par des phénomènes qui sont purement physiques. Je continue sur mon expérience. Dans le monde théorique, vous avez vu tout à l'heure, j'avais des points en I, je trouvais des U et je trouvais ma relation. Dans le monde expérimental, j'ai toujours mes points en I, d'accord? Mon U théorique, celui que la loi d'Ohm me donne compte tenu de la résistance que j'ai choisie ici, mettons que je prenne 30 ohms, le U théorique, c'est celui-ci, mais quand je vais mesurer U aux bornes de mon circuit, je vais avoir une incertitude de mesure. Vous voyez mon incertitude de mesure? Là, je considère qu'elle n'a pas de biais, c'est le modèle dont on parlait tout à l'heure. S'il y a un modèle, il y a un biais, et ce biais, c'est pas une variance, ça ne vient pas comme une variance, hein, contrairement à ce que font certains. Donc là, je vais considérer qu'il n'y a pas de biais. Par contre, je vais considérer qu'il y a une dispersion, autrement dit, une incertitude type. C'est-à-dire que quand je vais mesurer le U qui vaut 30, en réalité, je vais mesurer autre chose que 30 parce que j'ai une erreur de mesure. Pareil pour 60 et pareil pour 150. Et donc là, vous voyez qu'avec mes points mesurés, qui sont matérialisés sur mon schéma en rouge, d'accord? Alors, on voit qu'ils sont alignés sur la droite. C'est pour ça que là, mon coefficient de corrélation, il serait magnifiquement bon. Mais vous voyez que l'équation que je ne retrouve pas les 30. Parce que dans l'équation que je trouve Y égale 30,007 fois X moins un terme pour l'ordonnée à l'origine. Alors qu'en fait, moi, je sais que la vraie théorie, c'est Y égale 30X. Donc, ces points-là expérimentaux en rouge, pour voir le décalage en fait, avec le modèle qu'on trouve, on met les résidus ici dans le fichier pour bien. Les résidus, c'est quoi? C'est l'écart entre le point rouge et la ligne en pointillé. C'est-à-dire, la ligne en pointillé, c'est le modèle qu'on calcule avec droite règle. Et les points rouges, eux, ils sont à côté du modèle et la distance entre le point rouge et le modèle, le résidu, eh ben, on le matérialise par ce point avec un cercle en très fort. Et donc, avec l'échelle à droite pour les résidus. Et donc, on voit que là, on ne trouve pas exactement Y égale 30X dans le monde expérimental. On trouve Y égale 30,007 pratiquement
fois x moins 0,053. Ces deux valeurs-là, ce n'est pas la réalité, puisque dans la loi d'Ohm, si on était Dieu et si on mesurait sans incertitude, on trouverait y égale 30x. Et si je renouvelle l'expérience par simulation, vous voyez que je ne trouve pas la même droite. Et si je la renouvelle encore, et si je la renouvelle encore, et si je la renouvelle encore, à chaque fois que je vais renouveler l'expérience, je vais obtenir une valeur différente du modèle, non pas parce que le modèle a changé, simplement parce que j'ai des erreurs dans mes mesures qui se sont propagées et qui font que, comme tout à l'heure, je n'avais qu'un estimateur de sigma, le 0,03 sur la chaîne de mesure de pression différentielle, et bien là, je trouve une valeur qui est un estimateur de la réalité. Donc, très souvent sur Excel, l'équation que vous trouvez ici, on peut la calculer, on peut la voir par pente et par intercept. Ça nous donne les deux paramètres de la droite. Mais la réalité, c'est que sur Excel, on a parlé Didier, il y a une autre fonction qui s'appelle droite règle. Et moi, je la trouve remarquable, la fonction droite règle. Parce que regardez, la fonction droite règle, elle me donne les mêmes valeurs pour la pente et pour l'ordonnée à l'origine que la vue classique avec pente et ordonnée. Si je réactive, si je refais une expérience, vous voyez, je trouve la même chose. Je vous ai dit tout à l'heure que ce qu'on trouvait, ce n'était pas la réalité, puisqu'on devrait trouver B1 égale 30, B0 égale 0. Voilà ce qu'on devrait trouver. Or, on ne trouve pas ça. La fonction droite règle, elle va plus loin. Elle nous donne non seulement le paramètre, mais elle nous donne l'incertitude sur le paramètre. C'est absolument génial. Droite règle, je lui donne rien d'autre que ça et ça, et elle est capable de me calculer l'incertitude que j'ai sur le paramètre B1 et l'incertitude que j'ai sur le paramètre B0. Alors, est-ce qu'elle a raison sur le calcul d'incertitude qu'elle fait? Regardez bien ici. Alors là, dans ce cas-là, elle aurait tort. Mais forcément, vous allez voir, si je renouvelle l'expérience, mon test, tant que la valeur du test est comprise dans plus ou moins 2, c'est le fameux Z-score, on peut considérer que ce qu'elle a trouvé, c'est conforme à la réalité. Regardez, je refais l'expérience plusieurs fois et effectivement, droite règle arrive à deviner, sans que je lui ai dit, je ne lui ai pas dit quelle était l'incertitude dans les données U, dans la colonne U, la colonne D, elle arrive à le deviner. Voilà. Et pour calculer l'incertitude sur les paramètres. Alors, comment elle fait? La fonction droite règle, elle nous retourne un truc qui s'appelle l'écart type des résidus. Voilà. Si vous faites les résidus en faisant le U que vous avez mesuré, le U modélisé, en utilisant les deux paramètres ici, et la différence, c'est ça qu'on appelle le résidu, si vous faites l'écart type de ces résidus, vous trouvez ici 0,0477, alors que droite règle nous renvoie 0,055. Alors pourquoi il y a ça? Simplement parce que quand on calcule cet écart type des résidus, Excel ne sait pas. Pour calculer les résidus, il a fallu que j'utilise deux paramètres calculés, B0 et B1. Donc en fait, j'ai perdu 1 degré de liberté de plus que ce qu'Excel croit. Donc regardez bien, si je corrige l'erreur que fait Excel parce que je ne lui l'ai pas dit, ça, donc il suffit, alors je ne rentre pas dans les détails de pourquoi c'est ça, mais je multiplie par racine de 4 parce qu'il croit que j'avais 5 valeurs et je divise par racine de 3 parce qu'en réalité, j'ai perdu 2 degrés de liberté parce que j'ai calculé deux paramètres, je trouve la même valeur. Nous allons... Oui, vous voyez, je trouve la même valeur ici. En corrigeant cet écart type-là, je trouve la même valeur ici qu'ici, dans la matrice, dans les résultats que me retourne la fonction droite règle de Excel. Et c'est quoi cet écart type des résidus? Regardez bien sa valeur. Vous voyez, elle varie là. Je la fais varier. Je relance l'expérience plusieurs fois. Elle tourne autour de 0,1. Ce n'est pas un hasard, c'est exactement ce que j'ai mis ici comme incertitude dans les Y. Si j'avais mis 1 comme incertitude dans les Y, regardez l'écart type des résidus. Il est égal à pratiquement 1. Il tourne autour de 1. Alors, il ne fait pas 1 pile. Pourquoi il ne fait pas 1 pile? Parce que comme je n'ai que 5 mesures et j'ai perdu 2 degrés de liberté, c'est exactement comme le cas de l'écart type tout à l'heure. Je le calcule simplement avec 3 valeurs. Et donc, avec 3 valeurs, je ne connais pas exactement l'incertitude sur Y. Donc là, en fait, Excel, pour faire simple, devine l'incertitude sur les Y. On aurait fini avec le partage de mon écran. On va le laisser pour l'instant. Excel, avec la fonction droite règle, devine l'incertitude sur les Y sans que je lui l'ai donné. Voilà. Et Excel considère que l'incertitude sur les données en Y provient, enfin, il peut l'estimer
par l'écart type des résidus au modèle. Ça suppose 3 conditions pour utiliser la méthode d'Excel. La première, et ça répond à la question de tout à l'heure, il faut que l'incertitude soit constante sur l'étendue de mesure. Si je n'ai pas la même incertitude sur l'étendue de mesure, l'écart type que calcule Excel, enfin, l'écart type que calcule droite règle n'est pas représentatif de l'incertitude sur les Y, simplement parce qu'il ne peut pas le deviner que l'incertitude est différente sur chacun des Y. Donc lui, il considère que c'est la même et que l'écart type est un indicateur de cette incertitude. Donc si je n'ai pas la même incertitude sur les Y, je ne peux pas utiliser OLS parce que ce que va calculer Excel sur les incertitudes sur les paramètres, ça sera faux, ça partira sur des mauvaises conditions. 2, il ne faut pas qu'il y ait de covariance dans les Y. Parce que s'il y a une covariance dans les Y, typiquement, regardez bien, s'il y a une erreur systématique, je dis n'importe quoi, une erreur systématique de 4, vous voyez que mon B0 devient complètement faux. L'incertitude sur le B0 et le B0 fait que je ne valide pas le fait que B0 égale 0. Or, B0 égale 0, c'est la loi d'Ohm, d'accord, la pente à l'origine, enfin l'ordonnée à l'origine, mais c'est à cause des covariances dans les Y que l'évaluation de l'incertitude que fait Excel ne permet pas de donner un intervalle de confiance pour B0 parce que lui, il considère qu'il n'y a pas de covariance dans les Y, en gros que toutes les valeurs en Y sont indépendantes les unes des autres et il ne peut pas considérer ce biais dans les mesures sur les Y. Et le troisième paramètre, c'est que Excel ne considère pas de biais, enfin d'incertitude, pardon, dans les X. Là, tu l'as très bien dit Didier, dans la méthode droite règle d'Excel, on considère que les X, il n'y a pas d'incertitude. Or, en métrologie, il y a toujours de l'incertitude dans les X. Toujours que j'étalonne un pied à coulisse avec des cales étalons, ma cale étalon, je ne la connais pas parfaitement, ou que j'étalonne une micropipette en prélevant soi-disant 10 microlitres, il y a quand même une incertitude sur ce 10, ne serait-ce qu'à cause de la répétabilité de l'opérateur qui ne va pas appuyer comme il faut et rigoureusement absolument tout le temps pareil, et donc ça va générer une incertitude dans les X. Quant aux covariances, tu l'as dit quand tu as parlé de solution mère et de solution fille, ben, quand je fais une courbe d'étalonnage en chimie, je prends une solution mère de titre inconnu, pour être clair, connu avec une incertitude, mais inconnu pour de vrai, ce titre-là, quand je fais des solutions filles, eh ben, il va amener des covariances dans les X. Donc, j'aurai des covariances dans les X. La fonction droite règle d'Excel ne prend pas en compte les incertitudes dans les X. Voilà. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin de lui passer d'incertitude, parce qu'elle va les chercher dans les données qu'on lui donne dans les Y. Mais si les incertitudes ne répondent pas aux 3 critères dont je vous ai parlé, on est obligé d'utiliser d'autres méthodes pour non seulement calculer les paramètres du modèle, mais calculer leur incertitude pour qu'elle soit pertinente. Ici, elle n'est pas pertinente, par exemple. Cette autre méthode, c'est la méthode GGMR, qui prend en compte la totalité de la matrice de variance-covariance entre les X, entre les Y, entre les XY. C'est ce que Didier nous a montré tout à l'heure dans l'onglet qui va bien, matrice variance-covariance. Et MCAR le calcule tout seul. Il suffit pour le métrologue de savoir quelles sont les causes d'incertitude qui interagissent dans les X, qui interagissent dans les Y, et comment, et ce fameux LK dont Didier parlait tout à l'heure, en gros, pendant la durée de mon étalonnage, est-ce que mes causes vont varier dans tout l'ensemble de leurs valeurs possibles ou simplement dans un petit intervalle? Voilà. Le LK, il dit ça. Si ça varie dans tout l'ensemble des valeurs possibles, LK égale 0. Si ça varie dans un tout petit intervalle, voire si ça ne varie pas du tout, le cas de l'effet interopérateur, alors LK vaut 100%. Voilà. Il n'y a aucune complexité physique à décrire le LK. Il n'y a aucune complexité pour un métrologue à écrire le bilan d'incertitude de mesure en distinguant ce qui vient des X et ce qui vient des Y. Et avec MCAR, tout le calcul se fait automatiquement et vous savez dire après quels sont les paramètres du modèle, quelle est l'incertitude, tu ne l'as pas montré Didier tout à l'heure là, dans les résultats, quelle est la matrice de variance-covariance sur la qualité des estimateurs, donc des paramètres du modèle. Donc MCAR sait le faire. MCAR avec la signature, c'est vous dire si oui ou non il faut faire une correction. C'est pas juste la petite soustraction qu'on appelle correction dans une pauvre colonne, enfin c'est hallucinant d'écrire ça sur un PV. En plus, quand on est un grand laboratoire, enfin, comment c'est possible d'écrire ça? C'est pas ça la correction. La correction, c'est est-ce que sur l'étendue de mesure, j'ai un modèle que je vais pouvoir exploiter? C'est le VIM qui le demande, c'est pas moi. Et à partir du moment où je dis oui, cet appareil mérite une correction, alors c'est pas une petite soustraction dans une case, c'est un modèle
que je vais pouvoir utiliser sur l'étendue qui m'intéresse de l'instrument de mesure. Voilà ce que je voulais vous dire. Tu peux couper, Adrien, mon partage d'écran. Et du coup, c'était aussi bien après toi, Didier, ça confirmait et ça… Oui, c'était bien de présenter ça après, finalement, aussi. Ouais. Alors, pour dire que la correction, quand MCare il demande une correction, ce n'est pas une correction point par point, hein, parce que c'est souvent ça qui est fait. Hein. Des fois, on corrige point par point parce qu'il y a un point qui s'écarte d'eux. Et puis, on corrige à ce point-là, et puis finalement, on va dégrader peut-être aussi les autres points. Donc, la correction, c'est sur l'ensemble de l'étalonnage, et c'est une sorte de correction moyenne. En fait, ce qu'il ne faut pas prendre le plus grand écart ou quoi que ce soit. Non, l'essentiel, c'est de faire une correction à peu près moyenne sur l'ensemble, en sachant que finalement, ça reste que des estimateurs. Et pour appuyer encore, hein, les constructeurs d'automates de spectro, d'ICP-MS, tout ce qui est en chimie, ils se basent quasiment tous sur une méthode OLS pour estimer leur courbe de calibration. Hein. Après, ils passent des solutions inconnues et ils disent, voilà, c'est ça, la concentration de la solution inconnue, et ils partent du principe que, on n'a que des valeurs vraies, alors que toutes les mesures sont fausses. Alors, ce qu'on va leur proposer, Didier, c'est de venir télécharger le fascicule 3, qui est offert, hein, ouais, voilà. avec la passion qui nous anime, qui est offert à la collectivité des métrologues. Voilà, donc c'est un complément au guide CFM. Enfin, pour connaître les deux documents, je pense que notre fascicule est sûrement plus pédagogique, avec une approche pas par pas, et qui permet vraiment, pour celui qui veut faire l'effort, d'aller comprendre ce qu'il en est. Je ne l'ai pas dit, je le dis maintenant. Quand on calcule, donc vous l'avez vu, quand on calcule un modèle, on a des paramètres, donc qu'on a appelé B0 et B1 dans le cas d'une droite, mais on a aussi et surtout des incertitudes sur ces paramètres. MCare les calcule, et une fois qu'on connaît l'incertitude sur ces paramètres, on est capable de, par la loi de propagation du GUM, que tous les métrologues connaissent, on est capable de calculer l'incertitude sur la correction qu'on va appliquer. Voilà. Donc, il n'y a pas de trou dans la raquette. On sait absolument prendre en compte tout ça. Et je redis, puisqu'il y a eu des questions là-dessus, moins j'aurai de points d'étalonnage, moins je payerai cher, et plus j'aurai d'incertitude sur la correction. Voilà, c'est tout ce que ça veut dire. Voilà. Mais du coup, il faut se mettre en adéquation avec son besoin. Le capteur de température dans la salle du restaurant, pour savoir si on est bien à 20 degrés ou à 19 degrés, si jamais le ministre de l'énergie nous demande de vérifier qu'on est à 19 degrés, il n'a pas la même criticité que le thermocouple qui est dans un réacteur qui va permettre d'obtenir une réaction chimique et des constituants ou des principes actifs pour un médicament ou pour de la cosmétologie, quoi. Enfin, donc en fait, on peut, grâce à ces méthodes, mettre en adéquation le coût et le résultat attendu et le risque qu'on est prêt à prendre. Ce qu'on est exactement infoutu de faire quand on fait 5 points et qu'on ose prétendre de déclarer une conformité alors qu'on n'a rien vu de l'instrument. Enfin, qui décemment peut dire ça? Voilà. Okay. Je voulais juste rajouter un point, je n'ai pas eu le temps vraiment forcément d'en parler parce qu'on ne fait pas une formation, mais enfin, on est limité par le temps. Cette méthode de signature d'étalonnage, vous verrez à la fin du fascicule qu'on peut aussi aborder le problème de la dérive. D'accord? Donc, on ne va pas aborder le problème, on pourrait encore, avec Jean-Michel, on pourrait encore parler 1 heure hein, directement, mais du coup, vous pouvez aussi utiliser ces méthodes de modélisation pour estimer la dérive et puis pas forcément faire l'écart entre deux mesures. Alors, arrête, j'ai mal dormi cette nuit. Non, mais ça, je ne veux plus en entendre parler plus. Alors, je sais que ça se pratique, hein, je ne veux pas vous raconter. Mais je me rappelle quand même en commission de normalisation AFNOR être passé au tableau, avoir écrit 3 équations qui démontraient que ce qu'on fait en dérive, c'est n'importe quoi. Toute la salle a dit oui, sauf un qui s'est levé, là, qui a gesticulé. Là encore, charité confraternelle, je ne citerai pas son nom, pour me dire, t'as qu'à dire que ça fait 20 ans qu'on fait des conneries. Je parle de faire la soustraction entre 2 résultats d'étalonnage à 2 années d'intervalle sur le même point d'étalonnage. Et je lui ai dit, ben non, je ne l'ai pas dit. Je viens juste de le démontrer et vous étiez tous d'accord. Voilà, il a voulu quitter la salle, il aurait dû. Il ne l'a pas fait, c'est dommage, on n'aurait pas perdu grand-chose. Mais voilà, donc oui, on fait énormément de bêtises. Pour parler de dérive, encore faut-il parler
de maîtriser de quoi on parle. Je redis, en 5 points sur un instrument de mesure, on ne peut rien dire. Par contre, avec ces 5 points, on peut avoir une idée de savoir si oui ou non il y a une correction. Et si jamais il y a une correction, les 5 points de l'année d'après peuvent nous montrer si la correction est différente de celle d'avant ou pas. Et autrement dit, au bout, alors pas de 2, hein, mais au bout de 3, 4, 5 étalonnages, il y en a parmi vous, ça fait 30 ans qu'ils font des étalonnages, 3, 4, 5 étalonnages, je suis capable de dire si mon instrument dérive dans ses effets modèles, en fait, dans son modèle, ou s'il ne dérive pas et que ce que je vois comme variation n'est dû qu'au bruit de l'étalonneur. Donc, on sait le faire. Les outils statistiques existent. La seule chose, c'est qu'il faut sortir un peu le nez des bidons. Et mon propos introductif qui a duré une demi-heure, mais c'était de dire, mais allez voir vos PV. Posez-vous ces questions-là. Et à partir du moment où vous aurez probablement fait le même constat que moi, retournez-vous vers votre prestataire d'étalonnage et demandez-lui ce qu'il fout, quoi. Voilà. Vous lui dites carrément, qu'est-ce que tu fous? Voilà. C'est quoi tes 5 pauvres points? Alors, il va te dire, bah oui, mais je suis la norme. Non, mais la norme, elle est faite pour ceux qui l'écrivent, pas pour ceux qui la lisent. Vous, vous en foutez de la norme, elle n'est pas faite pour vous. Si vous ne l'avez pas écrite, la norme, dites-vous qu'elle est faite par ceux qui l'ont écrite, pour ceux qui l'ont écrite. Voilà. Elle n'est pas faite pour ceux qui la lisent. Et j'ai participé à assez de comités de normalisation pour le dire. Donc, vous lui dites, moi, la norme, je m'en fous. Je veux savoir si mon appareil a une correction ou pas. Et aujourd'hui, il y a des outils pour faire ça. Et il n'y a que lui qui peut faire ça. Il ne peut pas vous renvoyer dans vos 22 mètres en vous disant, vous n'avez qu'à faire vous le modèle, c'est facile, vous n'avez qu'à utiliser MKR. Et pourquoi vous ne pouvez pas? Parce que vous ne pouvez pas écrire la matrice de variance-covariance des données d'entrée. Il n'y a que lui, il n'y a que celui qui fait l'étalonnage, qui sait dire quelles sont les causes d'incertitude, quels sont les LK, quelles sont les causes communes qui permettent de calculer la matrice de variance-covariance. Il n'y a que celui qui fait l'étalonnage. Alors moi, je vais vous dire, quand je fais la révision de ma bagnole, j'explique pas au mec qui fait la révision ce qu'il faut qu'il fasse. C'est lui le spécialiste, c'est lui le professionnel, c'est à lui de faire le boulot. Voilà. C'est pas à moi de lui dire. Le boulot, la définition. Alors, je vais me mettre un petit coup de griffe au COFRAC dans son lab GTA. Donc heureusement qu'ils sont pas opposables. 08, on a à se poser la question quand même de la compétence des gens qui écrivent ces documents. Pour sortir du problème, c'est simple, ils ont piqué la définition du terme étalonnage du VIM 2. Ils ont oublié qu'il y avait un VIM 3, quoi. Non mais, enfin, pourquoi on parle, quoi? Enfin, à qui on fait confiance? Il y a un moment, c'est à nous de nous rebeller, c'est à nous de poser le point sur la table, c'est à nous de dire stop, là, vos conneries de tableau avec des petits écarts à la con, c'est pas ça qu'on veut. On veut savoir quelle est la correction sur notre instrument de mesure, si oui ou non vous en avez vu une, et il n'y a qu'eux qui peuvent le faire. Voilà. Et c'est le VIM qui le demande. Donc, si le COFRAC ne l'exige pas encore, nous, clients, vous, clients, c'est vous qui payez, c'est à vous de l'exiger. Alors moi, j'ai quand même, pour finir sur une note optimiste, hein, moi, je connais un prestataire, alors je ne sais pas si on peut le citer, mais je connais un prestataire d'étalonnage qui utilise MKR et qui utilise l'information MKR pour justement établir ces étalonnages de balance notamment. Donc, ça vient, mais pour l'instant, c'est le seul que je connais, qui doit être parmi nous d'ailleurs, peut-être, certainement. Oui, je crois qu'il était inscrit et il est comme toi, hein, il pourrait être notre grand témoin aussi. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on a eu beaucoup d'échanges sur le sujet avec lui. Juste du coup, pour finir sur ce webinar, vous pourrez retrouver tous les documents dont Jean-Michel vous parlait sur notre rubrique ressources sur le site internet de Deltamu et vous verrez le replay dans les prochains jours sur notre chaîne YouTube que vous pourrez revoir et vous pourrez également revoir les précédents webinars qu'on avait fait sur différentes thématiques. Il va falloir que j'assume tout ce que j'ai dit. Hein. Ouh là 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 là. Merci Didier, merci Jean-Michel pour ces présentations. Je suis fâché par ceux qui font des soustractions et j'ai très peur. Je ne sais pas, Adrien, il n'y avait pas de questions. Je vois, il y a encore beaucoup de gens connectés, il est 12h30. Est-ce que tu as une ou deux questions à poser? Après, c'était des questions assez spécifiques en fait qui correspondaient vraiment à des demandes particulières. Donc, je pense que le mieux, c'est qu'on y réponde dans soit en privé directement avec les personnes, soit via un article, soit dans général, un article, effectivement. Oui. Soit on répondra à chaque personne qui a posé des questions. Ok, très bien. Bon, bah, écoutez, merci à tous. À très bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt. Merci à tous. Merci pour votre attention. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir.